Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être ce soir parmi vous et d'échanger avec vous sur les bactéries, le tube digestif. On va voir. Et puis, je voudrais pas que ce soit un monologue qui va un cours magistral de troisième cycle. Donc, pendant l'exposé, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, à poser des questions, qu'on puisse échanger s'il y a des points qui vous semblent pas clairs ou vous souhaitez éclaircir. Et puis après l'exposé, de toute façon, il y aura une séance de débat. Mais sincèrement, je voudrais que ce soit un échange et que vous puissiez poser des questions. Voilà. Et donc, on va démarrer. En fait, pour vous dire, comme moi je m'occupe du foie et du tube digestif, et puis la question que je me suis posée quand j'étais arrivé à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, quand j'étais jeune chef de clinique, c'était pourquoi on n'était pas tous égaux. Autrement dit, moi je m'occupe beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'alimentation, de surpoids, des problèmes d'alcool. Et puis vous avez des personnes qui consomment de l'alcool de façon excessive, parfois beaucoup, puis qui vont parfaitement bien, qui ne font pas un seul problème de santé. Puis comme la vie, elle est injuste, vous avez d'autres personnes qui ne consomment pas forcément plus d'alcool et puis qui vont être très malades du foie avec un risque vital. Puis pareil pour l'alimentation, vous le savez tous, il y a des personnes qui mangent beaucoup et puis qui vont rester filiformes, toutes belles, toutes jolies, et d'autres qui vont manger pas forcément plus et qui vont avoir tendance à prendre du poids, montrant que, indépendamment de ce que vous mangez, alcool ou calories, eh ben vous allez avoir d'autres facteurs qui vont intervenir sur le fait qu'on développe ou qu'on ne développe pas une maladie. Et puis identifier ces facteurs, c'est très important pour améliorer notre alimentation et pour améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique des personnes. Et c'est avec cette idée-là que tout naturellement, vous allez voir, on arrive à l'étude de nos bactéries, à l'étude du microbiote intestinal qu'on va développer. Et vous allez comprendre très facilement. Alors en fait, les bactéries, c'est quoi? Le microbiote, c'est quoi? Le microbiote, on appelle ça aussi la flore, mais en termes scientifiques, on ne doit plus dire flore, on dit microbiote. C'est toutes les bactéries qu'on a. Et il y a plein de bactéries. Et la grande nouveauté, c'est que maintenant, on sait les étudier, les bactéries. Pourquoi on en parle beaucoup? Avant, les bactéries, pour les étudier, fallait les prendre, fallait les mettre en culture. Et puis maintenant, pour étudier des bactéries, on ne les met plus en culture, on ne les regarde plus, enfin on le fait encore. Mais la science s'est développée de façon formidable avec les techniques de biologie moléculaire. Et maintenant, on ne met plus une bactérie en culture, on analyse son ADN. Et donc, on s'affranchit de toutes les difficultés qu'on a pour cultiver des bactéries. Mais donc, je vous parle de bactéries. Pour vous, ça rend malade. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, les microbes, les bactéries, c'est quoi? Là, vous avez ici les différents microbes qui sont les micro-organismes qu'on ne peut voir qu'au microscope. Alors nous, on va parler ce soir des bactéries, vous en voyez ici, là. Donc les bactéries, c'est quoi? C'est des êtres vivants. Donc vivants, ça veut dire qui respirent, qui mangent, qui se multiplient et qui sont formés que d'une seule cellule, qu'on appelle des prokaryotes, et qui ont la particularité où leur matériel génétique, leur ADN, est au milieu, se balade et n'est pas au sein d'un noyau, il n'est pas protégé. Ça, c'est la bactérie, c'est de ça dont on va parler. Vous avez les virus. Donc les virus, il y a aussi un matériel génétique. Les virus, ça se multiplie. Les virus ne respirent pas. Et donc certains scientifiques se posent la question, c'est plus philosophique qu'autre chose, si un virus, c'est vivant ou c'est pas vivant. En ce moment, on pense plutôt qu'un virus, c'est vivant, mais ça respire pas. Et ça a besoin de nos cellules, enfin de cellules ou d'un animal, pour se multiplier. Les levures ou les moisissures ou les champignons, c'est un peu la même chose. Ça, c'est des êtres vivants qui sont faits aussi que d'une seule cellule, mais là, leur matériel génétique est protégé, comme dans nos cellules, par un noyau. Et vous avez enfin les parasites, dont on ne va pas trop parler, qui sont aussi des êtres vivants qui ont besoin de nous pour avoir tout leur cycle de vie. Donc ça, c'est les micro-organismes, et nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux bactéries. Et donc, dans notre inconscient, depuis Louis Pasteur, en fait, les bactéries, ça rend malade. Mais en fait, Louis Pasteur, déjà, il pensait qu'il y avait beaucoup de bactéries, qu'il y avait une concurrence entre les différents micro-organismes et que toutes les bactéries ne rendaient pas malade. Et les bactéries, il y en a des bonnes comme il y en a des mauvaises, et vous êtes exposé tout le temps à des bactéries. Quand vous mangez, par exemple, un pot de yaourt, vous avez dedans 10 milliards de bactéries dans un pot de 100 grammes. Vous avez du Streptococcus thermophilus, du Lactobacillus bulgaricus, et vous avez ça dans votre pot de yaourt, et vous mangez votre pot de yaourt, vous avez 10 milliards de bactéries.
On va le voir après. Vous avez le fromage, ça on sait tous qu'il y a des bactéries ou des champignons. Vous avez la charcuterie où il y a aussi beaucoup de bactéries. Vous avez les aliments fermentés et vous savez comment on fabrique de l'alcool, du vin, de la bière. On prend du sucre, on prend une levure pour la bière, du Saccharomyces cerevisiae, et puis à partir du sucre, on fabrique de l'alcool et vous avez dans le vin par exemple également des bactéries. Donc vous voyez, on est entouré de bactéries, on les utilise. Pour faire du levain, pour le pain, on utilise aussi des levures. Et on est entouré de microbes et ils ne sont pas mauvais. Et il y en a fort heureusement qu'une minorité qui est mauvais. Et donc nous, on vit en parfaite symbiose avec nos microbes. Et vous en avez partout. Vous en avez sur la peau, c'est ce qu'on appelle le microbiote cutané. Et il n'est pas pareil si vous êtes au niveau du visage, au niveau des aisselles, au niveau du ventre, au niveau du dos. C'est pas le même. Vous avez un microbiote oropharyngé, donc dans le nez, dans la bouche. Vous avez un microbiote vaginal, un microbiote dans le poumon, et nous, on va parler du microbiote intestinal. Voilà. Jusque-là, c'est clair? Pas de questions? OK. Alors, le microbiote intestinal, pourquoi on s'y intéresse en premier? Parce que c'est là où il y en a le plus. Et donc, dans le microbiote intestinal, il y a globalement 100 000 milliards de bactéries. Donc, c'est tellement gros, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que c'est. Mais si vous les mettez toutes ensemble, vous en aurez 1,5 kg. Dans votre ventre, vous avez 1,5 kg de bactéries. Et c'est juste énorme. Donc, chaque bactérie, on a vu, la quantité de matériel génétique est faible, n'est pas protégée. Mais si vous les mettez tout ensemble, tout l'ADN bactérien ensemble que vous avez dans votre tube digestif, eh ben, il y en a plus, il y a 10 fois plus de gènes que pour nous. Et vous avez plus de bactéries dans 1 gramme de vos selles que dans votre cerveau, qu'il y a de cellules dans votre cerveau. Et en fait, dans vos selles, c'est là où partout sur Terre, la densité d'êtres vivants est la plus importante. Et vous n'êtes pas malade et vous vivez en parfaite harmonie avec vos bactéries. Vos bactéries vivent en parfaite harmonie avec vous et c'est ce qu'on appelle une véritable symbiose. Et c'est justement quand cette symbiose est rompue qu'il peut y avoir des problèmes de santé ou pour vous ou pour vos bactéries. Alors il n'y en a pas partout autant. Plus vous allez... Alors le tube digestif, ça commence au niveau de la bouche. Vous avez l'œsophage qui permet aux aliments de descendre de la bouche jusqu'à l'estomac. Vous avez ensuite l'estomac. L'estomac est une grande poche qui va broyer vos aliments, qui va fabriquer de l'acide et qui va commencer la digestion, qui fabrique aussi certaines hormones, qui contrôlent la satiété. Ensuite, vous allez avoir l'intestin grêle, où l'intestin grêle va vous permettre de digérer, de détruire les aliments en nutriments, c'est-à-dire en molécules élémentaires de sucre ou de graisse ou de protéines qui vont être absorbées. Et si vous passiez sous un rouleau compresseur votre intestin grêle pour avoir toute la surface d'absorption, pour vous donner une idée, vous auriez globalement un terrain de tennis. Et ensuite, vous avez votre côlon, qui est le gros intestin, où l'eau est réabsorbée, et puis ça vous permet de former vos selles. Et donc, plus vous allez du haut vers le bas, plus vous avez de bactéries. Et les bactéries vont être différentes parce que la quantité d'oxygène aux différents endroits sera différente, parce que l'acidité ne sera pas la même. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y en a de plus en plus quand on va du haut vers le bas et on n'a pas les mêmes bactéries. La première bactérie, une des bactéries du tube digestif la plus importante, peut-être vous la connaissez déjà, c'est celle qui est dans l'estomac. Moi, quand j'étais au lycée, on m'avait appris que l'estomac était acide et était stérile. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait une bactérie qui aimait bien l'acidité de l'estomac, qui s'appelle Helicobacter pylori. La découverte de cette bactérie a valu un prix Nobel. Et parce que c'est une bactérie qui est responsable de l'ulcère, c'est une bactérie qui est responsable de certains cancers digestifs. Et alors que c'était une grande révolution, dans notre inconscient, on pense que les personnes qui font des ulcères, c'est des personnes stressées. Alors que maintenant, on sait que c'est une maladie infectieuse. Ce qui n'empêche pas aux personnes stressées d'avoir mal au ventre. Mais c'est autre chose, on va le voir après. Ce n'est pas forcément un ulcère. Alors, comment on va appeler nos bactéries? Donc, effectivement, il ne faut pas retenir, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein de noms et qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte. Vous avez le règne, c'est pareil, nous on est dans le règne animal, les bactéries sont dans le règne bactérien. Ensuite, pour nous, on a les ethnies. Vous savez, il y a les Asiatiques, les Africains, les Caucasiens. Pour les bactéries, c'est les phyla, un phylum des phyla. Ensuite, vous avez la classe. Si on était une famille, ce serait un pays. Donc la classe, par exemple, Bacilli. Ensuite, vous avez une famille, Lactobacilliaceae. Et ensuite, ça se ressemble, vous le déclinez. Vous avez le genre, vous avez l'espèce et vous avez la souche.
Et donc les noms se rapprochent, mais à chaque fois on rajoute quelque chose. Et c'est très important la souche, parce que chaque souche au sein d'une famille va avoir des propriétés différentes. Et la souche a un nom ou un numéro qui est breveté. Par exemple, dans l'Activia, quand on vous dit Acti regularis, c'est une souche brevetée. C'est un nom déposé, ce n'est pas un nom scientifique. Et vous êtes ici au niveau d'une souche, on en parlera après. Et c'est très important de dire ça, parce que pas plus tard que hier soir et ce matin, j'ai prescrit des probiotiques, on va voir ce que c'est à une patiente, et il y avait dedans du Streptococcus thermophilus. Elle me remet un mail, donc je l'ai prescrit il y a quelques jours, j'ai vu sur Facebook, et je vous promets que c'est vrai, j'ai vu sur Facebook, vous m'avez prescrit un probiotique, dedans il y a du Streptococcus, et on m'a dit que ça pouvait être très dangereux. Parce que vous avez le streptocoque, bêta, hémolytique, voilà, qui peuvent être dangereux, mais vous êtes au niveau du genre. Et au niveau de la souche, simplement dans ces probiotiques, il y a du Streptococcus thermophilus, c'est le même qu'il y a dans son yaourt et dans le vôtre. Voilà. Donc il faut faire très attention de quoi on parle et pas tout mélanger. Chaque souche va avoir des bactéries, des propriétés différentes. C'est comme vous, oui. Alors si un chercheur trouve une bactérie, il faut avoir les brevets. Alors quand un chercheur trouve une bactérie, avec ses propriétés, qu'il veut pouvoir utiliser de façon commerciale sa souche bactérienne, il doit la breveter en expliquant ce qu'il veut en faire. Et quand on brevette une bactérie, c'est pour une indication très particulière. On va voir, par exemple, il y a des bactéries aux propriétés anti-inflammatoires qu'on veut utiliser dans des colites inflammatoires qui sont brevetées, que tout le monde n'a pas le droit d'utiliser. Si vous voulez l'utiliser, il y a un brevet, effectivement. Il y a d'autres questions ? Voilà, mais n'hésitez pas, je vous passerai le micro. Voilà. La question est judicieuse et effectivement, quand vous avez un nom, c'est breveté. La souche qu'il y a dans l'Activia, elle est brevetée, par exemple. Donc ça, c'est comme ça que parlent les chercheurs. Il y a 3 grandes phyla, les firmicutes, les actinobacteria et les bactéroïdetes. Ça n'a aucune importance, c'est juste pour vous dire que ce que je vous raconte comme ça, c'est la même chose. On est ici au niveau des phylums qui sont là. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, les bactéries, il y en a des sympas, heureusement c'est la majorité. Le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qu'il y a dans notre tube digestif. On a plein de bactéries différentes, et il y en a 1,5 kg. Et donc ça, on a tout compris le début quand on a compris ça. Alors, les bactéries, c'est quoi ? En fait, elles sont contentes tant qu'elles restent dans notre tube digestif, et elles nous permettent, en particulier, de digérer. Mais elles ne doivent surtout pas sortir du tube digestif, parce que si elles se retrouvent à un autre endroit, là, elles peuvent devenir délétères. Si vous prenez vos selles qui sont bourrées de bactéries, vous les injectez sous la peau, ben vous allez faire des abcès parce que les bactéries ne vont pas être au bon endroit. Alors que dans l'intestin, tout se passe bien, elles sont au bon endroit. Et donc, il y a des barrières physiques avec les cellules du tube digestif qui sont collées les unes aux autres. Vous avez des barrières chimiques avec une couche de mucus qui tapisse toutes les cellules du tube digestif. Vous avez une barrière immunologique avec on va dire des gros mots, mais des anticorps qui empêchent les bactéries de trop s'approcher de la paroi du tube digestif. Et grâce à ces barrières, les bactéries restent dans le tube digestif où elles nous protègent et où on les protège. Alors les bactéries, en fait, elles utilisent ce qu'on mange pour se nourrir elles-mêmes et pour nous protéger. Quand vous mangez, par exemple, des fibres, vous-même, vous ne savez... Alors on dit les fibres, c'est bon pour la santé, vous allez comprendre pourquoi. Les fibres, vous-même, vous ne savez pas les digérer. Vous n'avez pas les enzymes qui permettent de couper les fibres. Les fibres, c'est quoi ? C'est des grands morceaux de sucre qui sont reliés les uns aux autres. Mais vous ne savez pas les digérer. En revanche, vos bactéries, elles adorent ça, c'est leur nourriture, et quand elles voient les fibres arriver, elles vont les digérer et fabriquer des produits qui vont être bénéfiques pour votre santé. Donc elles vont digérer les aliments, elles vont faire maturer votre système immunitaire, elles vont faire la barrière aux méchantes bactéries, et quand vous n'avez plus vos gentilles bactéries, par exemple après un traitement antibiotique, vous avez des méchantes bactéries qui permettent qui vont prendre leur place, qui peuvent vous rendre malade.
elles vont détoxifier les polluants que vous prenez. Elles peuvent produire des vitamines, en particulier la vitamine K qui vous aide à avoir une bonne coagulation du sang. Et donc toute cette diversité bactérienne est essentielle au fonctionnement de notre organisme. Donc la digestion, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à l'aborder. Vous mangez, par exemple, quand vous mangez du pain, vous mâchez bien votre pain. Si vous le laissez longtemps dans la bouche, vous aurez un goût sucré qui va apparaître parce que la digestion du pain commence avec des enzymes, de l'amidon commence avec des enzymes qui sont dans la bouche, l'amylase, et vous allez avoir un goût sucré. Et ce qui est intéressant, c'est quand, par exemple, vous dites à une personne « mangez moins sucré », elle vous dit « mais moi, je ne prends pas de sucre ». Mais ce n'est pas juste le sucre, c'est par exemple tous les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, même petits pois, c'est du sucre, parce qu'après il va être dégradé en sucre par l'organisme. Quand vous prenez du pain, des pâtes, vous les laissez longtemps dans la bouche, ça commence à être digéré. Et donc quand on vous dit manger moins sucré, ce n'est pas manger simplement moins de morceaux de sucre, moins de chocolat, moins de miel, moins de confiture. C'est aussi ça, mais pas seulement ça. L'estomac, avec son acidité, va détruire les aliments, va avoir une action de broyage. L'intestin grêle va avoir plein d'actions. Vous allez avoir la bile qui est fabriquée par le foie, qui est stockée dans la vésicule biliaire, qui va avoir un effet savon et vous permettre de digérer vos graisses. Vous allez avoir les protéines qui vont être en particulier digérées par certaines enzymes du pancréas. Vous avez les sucres qui commencent à être digérés dans la bouche, qui vont être également digérés par le pancréas, et tout ça va être absorbé par l'intestin grêle. Cette digestion explique aussi que quand vous mangez des probiotiques, on va voir après, vos bactéries que vous mangez ont du mal à arriver jusqu'au bout. Elles doivent passer la barrière acide de l'estomac. Beaucoup n'aiment pas l'acidité. Elles doivent ensuite passer l'intestin grêle où vous imaginez, vous êtes une bactérie, vous arrivez dans l'intestin grêle, on vous asperge de bile, vous n'aimez pas trop, vous risquez de mourir aussi. Donc il y a plein de différentes étapes qui se passent pour que ce que vous mangez, les bactéries que vous voulez manger, arrivent jusqu'à votre côlon. Alors, les bactéries, qu'est-ce qu'elles mangent? Elles mangent tout ce que vous prenez, et ce qu'elles aiment, c'est les fibres. On va le voir quand vous prenez des produits. Il faut bien comprendre que notre alimentation a beaucoup changé. Pendant des dizaines de milliers de générations, l'alimentation de l'homme était très riche en fibres. Et puis, depuis quelques générations, on va dire 50 à 100 ans, le mode d'alimentation a beaucoup changé. Plus de sucre, plus de féculents, moins de fibres, plus de viande, plus de graisse. Et nos bactéries n'ont pas eu le temps de s'adapter à tout ça. Et ce qui explique qu'il y ait des déséquilibres du microbiote qui apparaissent, c'est-à-dire que le microbiote qu'on a en 2017 n'est pas le même que ce qu'avaient nos générations, 2-3 générations avant nous, au début du XXe siècle, par exemple. Et ça, on s'en rend compte. Évidemment, on ne peut pas étudier les selles des personnes qui vivaient au début du XXe siècle, mais en comparant, par exemple, le microbiote du XXIe siècle aux États-Unis à celui qu'on peut observer en Afrique, par exemple. Et donc, le microbiote dépend de notre alimentation et a été beaucoup, beaucoup modifié. Alors les fibres, c'est quoi? C'est des sucres complexes qui sont faits de grandes chaînes de différents sucres et les bactéries vont couper ces sucres un par un pour après pouvoir être absorbés. Quand ces sucres-là sont digérés, ils vont avoir un effet favorable sur notre organisme. Les bactéries vont fabriquer des métabolites et ces métabolites vont aller passer la barrière intestinale et vont aller agir sur tout notre organisme. Ça veut dire qu'ils vont passer dans le sang et ils vont aller agir sur les artères, sur le foie, sur le muscle, sur le cerveau. Et ça vous explique que quand vous avez ce qu'on appelle une dysbiose, et on va le voir, c'est-à-dire un déséquilibre de la symbiose qui existe entre vous et vos bactéries, les conséquences peuvent largement dépasser le tube digestif, mais être ressenties
à plein d'organes, évidemment au niveau du tube digestif, au niveau du foie, au niveau des artères, au niveau du cœur, mais beaucoup plus loin, au niveau de votre comportement, puisque les métabolites fabriqués par les bactéries peuvent aller agir, passer la barrière hémato-encéphalique, donc entre le sang et le cerveau, aller agir sur le cerveau. Et on va le voir, ça a un rôle majeur, surtout chez l'enfant, au moment de la maturation du cerveau. Et ça change énormément de concepts. Alors, qu'est-ce qui peut perturber nos bactéries? Il y a notre alimentation, il y a les antibiotiques. Alors, les antibiotiques, c'est très important à parler. Il y a une question? Je continue. Donc, les antibiotiques, ça a été découvert dans les années 40, enfin commercialisé, début d'utiliser dans les années 40, ça sauve des millions de vies. Mais les antibiotiques, vous le savez, ça entraîne des résistances. Ça, c'est le lieu commun. Mais ça n'entraîne. Et donc, quand vous allez chez votre médecin, vous prenez un antibiotique, ça va entraîner des résistances, mais vous, à titre individuel, vous en fichez, c'est pour vous que vous le prenez, l'antibiotique. Si ça entraîne des résistances au niveau de la population, ce n'est pas votre problème. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, un enfant à l'âge de 16 ans va avoir eu en moyenne 18 cures d'antibiotiques. Alors que, accordez-le-moi, les États-Unis sont un pays au niveau d'hygiène extrêmement élevé. On a du mal à croire qu'un enfant ait besoin de 18 cures d'antibiotiques entre sa naissance et 18 ans. Et c'est une moyenne. Et on se rend compte aujourd'hui que la prise d'antibiotiques, vous allez tuer les bactéries qui sont responsables de votre maladie, de votre infection, mais vous allez également tuer les bactéries. Le spectre d'un antibiotique n'est jamais extrêmement précis, mais vous allez tuer plein d'autres bactéries, en particulier celles qui sont dans votre tube digestif. Et donc on sait aujourd'hui, en 2017, que prendre trop d'antibiotiques entraîne un risque, je ne vous dis pas que c'est la cause, je vous dis que vous entraînez un risque de développer un diabète, des allergies, un surpoids. Et c'est vraisemblablement une des raisons pour lesquelles, aux États-Unis, il y a une épidémie d'obésité. Il n'y a pas que nous qu'il faut culpabiliser. Dans les élevages pour les animaux, les élevages c'est forcément les animaux, mais dans les élevages, en Europe on n'a plus le droit de le faire, mais on donne des antibiotiques à très faible dose, à dose infrathérapeutique, et on les utilise comme facteur de croissance. Et ça fait grossir les animaux. Aux États-Unis, on a le droit. En Europe, on n'a pas le droit. Mais en Europe, on a le droit quand un troupeau, quand une vache est malade dans un élevage, on a le droit de traiter tout l'élevage. Et on y va. Et donc, vous traitez des antibiotiques. Il y a des milliers de tonnes d'antibiotiques qui sont également utilisés dans les élevages. Après, les antibiotiques, ils sont mangés, ils sont éliminés dans les urines, dans les selles, on les retrouve par terre. Il y a des pays, en Corée du Sud, où des études ont été faites, on retrouve des antibiotiques dans le boisson. Voilà. On retrouve des taux d'antibiotiques à faible dose chez certaines personnes qui n'en ont pas pris. Tout ça pour vous dire que la chaîne, c'est pas seulement nous, c'est aussi tout ce qui se passe au niveau des élevages. Et c'est extrêmement important à savoir, et c'est peut-être également une des causes de changement de nos microbiotes. Heureusement, ouais. Je voudrais savoir s'il y a une mémoire dans les tubes digestifs, ça veut dire si les antibiotiques que j'ai pris quand j'étais enfant. Ah, d'accord. Donc, heureusement, notre nature est bien faite. Il y a ce qu'on appelle dans le tube digestif une résilience. Donc, ça veut dire que quand vous prenez un antibiotique, vous l'arrêtez. Vous savez qu'on peut avoir une diarrhée quand on prend un antibiotique. Vous l'arrêtez au bout de 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, 3 mois. La mémoire de votre tube digestif va faire que vous recouvrez les bactéries que vous aviez avant avoir pris l'antibiotique. Donc ça, c'est dans un monde idéal, ça arrive dans 95% des cas. Dans 5% des cas, ça ne le fait pas bien. Et donc, vous avez des personnes qui développent des troubles digestifs après avoir pris des antibiotiques qui persistent. Et puis ça se passe à l'âge adulte. Mais si vous le faites ça chez l'enfant, pendant qu'il mature son tube digestif ou son microbiote, on va le voir, il n'a pas le temps de faire sa résilience. Et donc, il va garder après toute sa vie une dysbiose. Il n'y a pas que les antibiotiques qui entraînent des dysbioses. Vous avez par exemple
Les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est les médicaments qu'on prend quand on a l'impression d'avoir trop d'acidité dans l'estomac. Vous coupez l'acidité de l'estomac, vous changez le pH, ça va modifier tout le tube digestif, ça peut également entraîner une dysbiose. Et donc, voilà, donc il y a plein d'autres causes. Et la résilience ne se fait pas toujours à 100%. Et donc, on va voir après dans les traitements, certaines études sont faites pour voir si, avant de prendre des antibiotiques, ça ne vaut pas le coup de garder nos selles, se prendre l'antibiotique, et ensuite se prendre nos selles pour recouvrer plus facilement la flore qu'on avait avant. Voilà, c'est un peu cracra, mais vous allez voir, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe au niveau de la résilience, et c'est un concept extrêmement important, la résilience. Nos bactéries éduquent également notre système immunitaire, et le fait qu'on ait une dysbiose, en fait, pourrait, si vous voulez, pendant des années et des années, l'homme était habitué à lutter contre des infections, contre des épidémies. Et puis, il n'y en a plus des épidémies. L'espérance de vie augmente, mais il n'y a plus d'épidémies. Et donc, le système immunitaire, qui était orienté à lutter contre, était éduqué par le microbiote à lutter contre des agressions étrangères, n'a plus à le faire. Et donc, c'est assez finaliste, mais c'est probablement la réalité. Du fait d'un environnement différent, du fait d'un microbiote différent, le système immunitaire s'éduque différemment et au lieu de lutter contre des agressions extérieures, se trompe et va lutter contre nous-mêmes. Ce qui expliquerait, au moins en partie, l'augmentation de l'incidence, donc de la fréquence de certaines maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, comme la sclérose en plaques par exemple, et d'autres maladies liées à un environnement différent et à une éducation différente du système immunitaire. Alors, d'où viennent ces bactéries? Ça, c'est fondamental. Quand vous naissez, vous sortez de votre maman, vous naissez stérile. Et puis, vous allez être exposé immédiatement au monde extérieur. Quand un enfant va naître par voie naturelle, il va être exposé aux bactéries vaginales et aux bactéries anales de la maman. Quand un enfant va naître par césarienne, il va être exposé à la peau qui aura été badigeonnée d'iode pour être stérile, il va être exposé aux gants en latex de la sage-femme ou du chirurgien, et donc il ne va pas du tout être exposé aux mêmes bactéries. Et quand on pense que les bactéries qu'on va acquérir pendant les 3 premières années de sa vie sont les bactéries qui vont nous poursuivre toute la vie, on voit bien que dès la naissance, il y a des événements clés qui arrivent. Vous prenez un enfant, vous regardez un mois après sa naissance, qu'il soit né par césarienne ou par voie vaginale, vous n'aurez pas les mêmes bactéries. Ensuite, l'enfant, en fonction de son mode d'alimentation, un allaitement naturel avec le lait de la maman pensait qu'il était stérile, mais pas du tout, il apporte également des bactéries. L'enfant va également avoir un réflexe de succion auprès de la maman, il va également avoir des bactéries à ce moment-là. Ça ne va pas être du tout les mêmes bactéries qu'il va acquérir que s'il était alimenté par un allaitement artificiel. L'acquisition de notre microbiote se fait pendant les 3 premières années de vie. On peut marchander jusqu'à 6 ans. Et ce qui montre que ces 3 années de vie sont clés pour l'acquisition du microbiote. Et c'est là où si vous donnez des antibiotiques à mauvais escient, vous risquez d'entraîner une dysbiose qui va se poursuivre. Et donc, si vous voulez avoir un chiffre clair, on parle de 1000 jours clés, les 3 premières années de vie et le dernier trimestre de grossesse, et vous arrivez à 1000 jours, ou si la maman, à ce moment-là, fait une infection, une dysbiose, prend des antibiotiques, l'enfant va être exposé à des mauvaises bactéries. Et donc, notre microbiote à la naissance dépend de notre maman. Alors, qu'est-ce qui a été proposé? Il a été proposé pour un enfant qui doit naître par césarienne. Alors, de ne pas faire de césarienne de complaisance, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et si on doit faire une césarienne, il a été proposé, c'est encore de la recherche, mais c'est pour vous montrer comment ça avance, et les recherches sur le microbiote sont utiles. On met, je suis désolé d'être un peu cracra, une compresse dans le vagin de la femme qui doit avoir une césarienne, on lui fait sa césarienne, on prend l'enfant, on récupère la compresse et on le badigeonne avec la compresse qui aura été mise dans le vagin. Vous faites une analyse de son microbiote 1 mois après, vous n'êtes plus capable de voir que l'enfant est né par césarienne. Et donc ça semble marcher, c'est des études préliminaires sur 6 enfants qui ont été faites, mais c'est très utile. Voilà.
Voilà, donc ça c'est ce que je vous racontais. Votre microbiote adulte dépend de votre alimentation, de votre maman, des bactéries que vous avez rencontrées pendant votre enfance, et des antibiotiques que vous aurez pris ou pas pris. Donc 3 années fondamentales. Alors, une fois qu'on a une dysbiose, vous entendez souvent parler de probiotiques, de prébiotiques, de symbiotiques. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est extrêmement important d'avoir les idées claires pour ne pas tomber dans le marketing. C'est simple et compliqué à la fois. Les prébiotiques, c'est simple, c'est ce que mangent nos bactéries. Alors, en fait, les vrais prébiotiques, c'est les galacto-oligosaccharides, ce qu'on appelle les GOS, c'est les sucres qu'il y a dans le lait de la maman, galactose, lait. Vous avez les FOS, qui sont les fructo-oligosaccharides, et donc c'est ce que mangent les bactéries. Et si vous n'en prenez pas beaucoup et d'un seul coup vous décidez d'en prendre beaucoup, vos bactéries n'auront pas l'habitude et ça va vous faire mal au ventre parce que les bactéries vont les fermenter et vous aurez mal au ventre. Il ne faut pas d'un seul coup se mettre à prendre plein de prébiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? C'est directement des êtres vivants, bactéries ou levures que vous mangez. La définition d'un probiotique, c'est quoi? C'est une bactérie ou une levure qui, pris en quantité suffisante, va avoir un effet bénéfique sur la santé, sur une personne en bonne santé. Ça, c'est la définition légale du probiotique. Et vous comprenez que c'est très compliqué, parce que sur une personne en bonne santé, avoir un effet bénéfique sur la santé, c'est Coluche qui lave plus blanc que blanc. Mais c'est la réalité. Et en fait, les probiotiques, les premiers vrais probiotiques, c'est les bactéries. C'est pour les personnes, par exemple, intolérantes au lactose. Il y a des personnes qui prennent du lait, elles ne supportent pas le lait. Ça leur fait mal au ventre, ça leur donne des ballonnements, et donc elles arrêtent de prendre du lait. Parce qu'elles perdent en vieillissant la lactase intestinale qui permet de digérer le lait. Et ces personnes-là, quand elles consomment des yaourts, elles vont mieux les tolérer parce que les 2 bactéries dont on a parlé qu'il y a dans le yaourt ont une activité lactase. Et donc si vous prenez du lait avec un yaourt, là vous allez mieux tolérer le lait. Et là on peut parler de probiotiques, vous êtes quand même en bonne santé et ce sont des probiotiques. Voilà. Sauf que légalement, on n'a plus le droit de dire que ce sont des probiotiques quand vous mangez un yaourt. Vous avez le symbiotique, c'est une association de probiotiques et de prébiotiques. Et vous avez même, depuis pas longtemps, le postbiotique. Donc ça ne se vend pas encore, mais peut-être certains l'utilisent. Je vous ai dit que les bactéries fabriquaient des métabolites. Et donc, dans l'idée de nous traiter, c'est de donner directement des métabolites des bactéries au lieu de nous donner des bactéries. C'est ce qu'on appelle le postbiotique. Et il y a déjà dans certaines maladies, en particulier du foie, on prend des acides biliaires et ce sont en fait rien d'autre que des postbiotiques. Voilà, donc ça c'est ce que je vous racontais. Né par césarienne, une solution. Avant la naissance, la maman, elle est enceinte. Vous prenez la compresse, vous la mettez dans le vagin, vous badigeonnez l'enfant avec cette compresse et il n'y a plus le problème de dysbiose après. Il n'est plus différent. Oui. La recherche, ça se fait où? Exactement, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Europe? Alors la recherche sur les bactéries, ça se fait dans tous les pays développés. Ce papier-là, Dominguez, alors les papiers sont publiés de Nature Médecine dans un journal anglais. Je ne sais pas dans quel pays il a été fait. Elle a été faite, mais ça on peut regarder après si vous voulez. Je voudrais voir ce qu'il y a après. Voilà. Ça c'est les probiotiques qu'il y a sur le marché. La plupart des probiotiques sont tous des lactobacillus ou des bifidobacterium. Pourquoi c'est cela? Parce que pour vous vendre des probiotiques, il faut être capable de les cultiver en grande quantité. Et on ne sait pas cultiver toutes les bactéries en grande quantité. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a celle-là. Ces bactéries-là, in vitro, dans des boîtes de cellules ou chez des souris, ont souvent un effet bénéfique sur la santé qui a été démontré. En revanche, le niveau de preuve d'efficacité chez l'homme est extrêmement faible. Ça ne veut pas dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grandes études où on prend un groupe de personnes à qui on donne le probiotique, un groupe de personnes à qui on donne un placebo, et on regarde si le groupe qui prend le probiotique va mieux. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous en prendre. C'est simplement, et après vous voyez à titre individuel si ça vous fait du bien ou pas. Mais sachez qu'il n'y aura jamais de grandes études, parce qu'une grande étude, ça coûte très cher, que chaque souche va avoir des propriétés différentes, que si vous achetez la souche de chez Bion, ce n'est pas le même brevet que la souche de chez Aragan ou de chez Pilège, et qu'elle n'aura peut-être pas la même propriété non plus, bien qu'elle aura le même nom. Donc ça complique beaucoup de choses. Ce n'est pas considéré comme des médicaments, mais comme des compléments alimentaires, et c'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de grand niveau de preuve quant à leur efficacité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ces généralités? Les bactéries doivent rester dans le tube digestif. Vous héritez des bactéries maternelles à la naissance, puis dans votre enfance. Elles vous aident à digérer, à éduquer votre système immunitaire. Quand elles sont en déséquilibre avec vous, c'est ce qu'on appelle une dysbiose. Les probiotiques, ce sont des bactéries bénéfiques. Les prébiotiques, ce sont les aliments, les fibres par extrapolation, qui nourrissent vos bactéries. Alors, pourquoi parle-t-on du microbiote intestinal? Parce qu'on a développé de nouvelles techniques pour l'étudier. Et avant, on était obligé de prendre les selles des personnes, de les mettre en culture, et globalement, on ne sait cultiver que 30% de toutes nos bactéries, parce qu'on ne connaît pas les conditions de culture des 70 autres %, alors que pour l'ADN, on est capable de tout séquencer en quelques minutes. Et donc, un chercheur regarde très peu les bactéries au microscope, il regarde des listings d'ADN et des classifications de bactéries, comme un astronome ne regarde plus les étoiles, mais écoute et analyse les longueurs d'onde. C'est la même chose. Alors, la dysbiose, donc un déséquilibre qui va apparaître entre vos bactéries et vous, ça peut être à l'origine de plein de maladies, et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Allergie, maladie intestinale, maladie cardiovasculaire, diabète, maladie neurologique, maladie psychiatrique, maladie du foie. Et c'est vraiment une histoire magnifique, je trouve. On va d'abord parler du foie. Je vous ai dit que quand j'étais arrivé à Béclair, mon idée était de voir pourquoi on n'était pas égaux devant la toxicité de l'alcool. Et donc, une de mes idées était d'aller regarder les bactéries du tube digestif pour voir si les personnes qui prenaient de l'alcool et qui étaient malades avaient des bactéries différentes des personnes qui prenaient de l'alcool et qui allaient bien. Et donc, on a pris ça, on récupère les selles des patients, ça passe devant un comité d'éthique, on se balade avec les pots de sel jusqu'au labo, et ça se passe vraiment comme ça, c'est très artisanal, et on va analyser les selles des patients en fonction de la gravité du foie, et on découvre que les personnes qui sont malades du foie, à cause de l'alcool, ont des bactéries différentes que celles qui ne sont pas malades du foie. Ça, c'est juste une corrélation. Il faut faire très attention quand on vous dit « Ah, dans cette maladie, on n'a pas les bonnes bactéries ». Là, c'est une corrélation. Ensuite, il faut montrer la causalité. Et pour montrer la causalité, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des souris qui n'ont jamais vu une bactérie de leur vie, qui sont élevées en milieu complètement stérile, qui sont nées de façon stérile, qui sont dans des isolateurs, qui n'ont jamais vu une bactérie. Et ce que vous faites, vous humanisez les souris en leur greffant les selles des patients. Et donc, ils vont acquérir les bactéries des personnes. Vous prenez un groupe de souris qui a reçu les bactéries des personnes malades de l'alcool, un groupe de souris qui a reçu les bactéries des personnes qui prennent de l'alcool et qui ne sont pas malades, et vous faites picoler les souris. Donc je vous le fais comme ça prend 4 ans à faire tout ça quand même, et vous regardez ce qui se passe. Et c'est là où le miracle se produit. Vous transmettez de l'homme à la souris la sensibilité à l'alcool en greffant des bactéries, montrant là la causalité, au moins partielle, ça ne veut pas dire que c'est le seul facteur, de votre microbiote dans la survenue d'une maladie du foie liée à l'alcool. Et là où le miracle est encore plus fort, quand la souris continue de picoler et vous lui transférez une deuxième fois les bactéries du patient qui prend de l'alcool mais qui va bien, vous l'améliorez. Et je vous jure que c'est vrai. À un point tel qu'à Clamart, qui est une banlieue chic, Clamart, accordez-le-moi, quand on fait picoler nos souris à Clamart, eh ben, elles ne développaient pas au départ une seule maladie du foie. Et on en désespérait, on n'arrivait pas à avoir un bon modèle qui reproduisait la maladie humaine. Bon, je pensais que mes étudiants ne manipulaient pas bien, mais en fait, on avait beau donner des citernes d'alcool aux souris, elles n'étaient pas malades. Puis on s'était dit que le microbiote des souris à Clamart les protégeait. On a pris les mêmes souris
achetés au même endroit, mais au lieu de les faire livrer chez nous à Clamart, on les a fait livrer à 5 km à la faculté de pharmacie de Châtenay, où notre unité INSERM a une antenne. Et on a fait picoler les souris à Châtenay, à la faculté de pharmacie. Et là, elles étaient malades. Elles n'ont pas le même microbiote. On a regardé, elles n'ont pas le même microbiote. Après, la question est pourquoi elles n'ont pas le même microbiote. Vous prenez les selles des bactéries qui sont à Clamart, vous les mettez à Châtenay, à la souris malade, vous la guérissez. Vous prenez des prébiotiques. On a pris de la pomme. Vous savez, Churchill, manger des pommes. One apple a day keeps the doctor away. Il y a de la pectine dans les pommes. La pectine est également une fibre qui fait pousser certaines bactéries. On les donne aux souris et les souris, on les guérit également. Donc c'est extrêmement fort. Il y a d'autres équipes qui le déclinent aussi, ce type d'expérience pour le surpoids, montrant que, en fonction de votre microbiote intestinal, vous allez être plus susceptible ou pas à faire un surpoids. Évidemment, pour développer un surpoids, il faut manger au départ, mais le métabolisme de base dépend de notre microbiote intestinal et l'extraction calorique par nos bactéries dépend du microbiote intestinal. Très récemment, il y a également une équipe israélienne qui a montré que le régime yo-yo, vous savez, on entend toujours « moi j'ai maigri et paf, j'ai rechangé mon régime, d'un seul coup je regrossis », est également lié en partie à une correction de la dysbiose qu'on a qui ne se fait pas bien quand on perd du poids. Donc c'est extrêmement puissant. Pour les colites inflammatoires, et ça c'est alors il y a plusieurs types de colites inflammatoires. Vous avez, et là la grande caricature, c'est la colite à Clostridium qu'on appelle aussi colite pseudomembraneuse. C'est en fait, vous prenez des antibiotiques pour, que sais-je, une infection de la peau, pour une infection de la gorge, et vous allez bien traiter votre infection, mais vous le savez que les antibiotiques, ce n'est pas très spécifique, et vous allez également détruire les bactéries qu'il y a dans votre tube digestif. Ces bactéries-là vivent en équilibre les unes avec les autres, elles empêchent d'autres bactéries de pousser. Mais là, vous les avez tuées. Donc, il y a plein de place dans votre tube digestif. Et donc, certaines bactéries délétères, qu'on appelle en particulier le Clostridium difficile, arrivent, prennent la place et vous rend très malade du tube digestif. Parce que vous avez pris de façon récurrente des antibiotiques. Et c'est là où on a le premier traitement par greffe de sel qui apparaît, qui est réalisé maintenant. C'est des traitements de référence, et nous, on a fait le premier à Clamart l'année dernière, en décembre. Et donc, à une personne, quand vous traitez de façon classique une colite à Clostridium, vous avez 70% de récidive, ce qui est énorme, ce qui montre que nos traitements ne sont pas efficaces. En plus, vous redonnez un antibiotique à une personne qui a déjà eu des kilos d'antibiotiques. Et le traitement repose sur une greffe de sel, comme on faisait à nos souris. Vous prenez les selles d'un donneur, à choisir le donneur compatible avec le receveur, etc. Ça passe devant l'Agence nationale de sécurité des médicaments, puisqu'on considère que la greffe de sel est un médicament. Vous lui transmettez les selles, et ça, soit par coloscopie, vous les instillez dans le côlon, soit maintenant on met les selles dans des capsules et puis on fait bouffer les capsules. Et donc, vous guérissez dans plus de 95% des cas les personnes qui avaient perdu à cause des antibiotiques toute leur diversité bactérienne, vous rétablissez une diversité, montrant la puissance de ces nouvelles techniques, et donc qui sont actuellement étudiées dans le cadre d'autres maladies, en particulier là où les essais sont les plus avancés, c'est dans certaines colites inflammatoires telles que, vous en avez peut-être entendu parler, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Voilà, donc les souris, on en a parlé, c'est des outils qu'on utilise pour... voilà, elles vivent comme ça, dans des isolateurs. Les souris stériles ne vivent pas bien, elles peuvent mourir d'hémorragie. Je vous rappelle qu'on avait dit que le microbiote servait à fabriquer la vitamine K qui permet au sang de coaguler. Et on utilise ce type de souris pour mimer ce qui se passe en pathologie humaine. En ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, le lieu commun, il est réel. On mange trop gras, on fait du cholestérol, ça se dépose dans les artères et on devient malade. Mais là aussi, les bactéries, si on n'a pas les bonnes, ça ne se passe pas bien. Quand vous mangez de la viande, vous mangez certains produits, certains acides aminés qui vont être transformés d'abord par nos bactéries
en particulier la choline. Le produit de la choline va être transformé par nos bactéries, ce qu'on appelle un produit qui est le TMA, qui va passer dans le sang, qui va être retransformé par le foie en TMAO, qui va se déposer sur les artères, et indépendamment de la quantité de graisse qu'il y a dans ce que vous mangez, ça va jouer un rôle sur l'athérosclérose. Et ces produits-là, je voudrais attirer votre attention, on peut les trouver aussi dans les produits énergétiques où je pense, quand on connaît les mécanismes des différentes voies métaboliques, que ces produits-là, si on les prend trop, à moyen terme, à long terme, sont probablement délétères pour l'organisme. On peut aussi voir, par exemple, la choline est souvent donnée comme supplément pour protéger le foie. Et c'est vrai, quand vous prenez un ruminant, si vous lui donnez de la choline, il va améliorer son foie, c'est-à-dire s'il y a trop de graisse dans son foie, il va perdre sa graisse quand vous donnez de la choline à un ruminant, à une vache. Mais les hommes ne sont pas que des grosses vaches. Et donc, quand vous prenez de la choline à une personne pour protéger son foie, alors que son foie va bien, et que le niveau de preuve de la choline pour protéger le foie des êtres humains n'a jamais été montré, alors que la choline peut très bien être, en fonction de vos bactéries, peut être délétère pour vos artères. Donc ça permet de voir, quand on commence à appréhender le microbiote, que ça peut jouer un rôle dans la genèse de certaines maladies. On a vu les maladies du foie, on a vu l'athérosclérose, et ça va encore plus loin. Vous ne voulez pas grossir, vous connaissez le marketing, vous prenez du Coca zéro, zéro sucre, zéro calories. Donc c'est de l'eau que vous prenez. On est d'accord. Mais pour nos bactéries, ce n'est pas de l'eau. Elles voient arriver des produits qu'elles ne connaissent pas. Elles voient arriver des édulcorants. Et alors, ça a été fait avec tous les édulcorants, sauf la stevia, en toute honnêteté, parce que le papier est sorti un peu avant. Et les auteurs ont regardé, ils ont donné en fait à des souris des doses très élevées d'édulcorants. C'était surtout de l'aspartame, mais ils ont essayé avec les autres. Et les souris qui recevaient ces doses élevées d'édulcorants développaient un diabète et développaient une dysbiose. Donc là, vous avez une corrélation. Édulcorant, diabète, dysbiose. Et donc, mais là, il n'y a pas de causalité. Vous prenez la dysbiose, vous savez le faire, vous prenez des souris sans germes, axéniques, comme on avait vu. Vous prenez les selles des souris qui ont reçu l'édulcorant et vous le mettez dans une souris qui n'a jamais vu l'édulcorant et vous la rendez diabétique. Montrant que les édulcorants entraînent chez les souris, après l'extrapolation à l'homme, on va en parler, une résistance à l'insuline et pourrait favoriser le diabète. Chez l'homme, ça a été fait chez 7 patients avec de l'aspartame à très forte dose. 4 ont développé une dysbiose et une résistance à l'insuline et 3 non. Alors, ce qui intéresse les autorités de santé jusqu'à maintenant, pourquoi ça apparaît pas, c'est la tératogénèse. Donc, est-ce que c'est toxique pour les femmes enceintes? Ou la carcinogénèse, est-ce que ça peut donner des cancers quand on prend ça? Mais personne, vous avez vu que c'est des données très récentes, les publications datent de 2014, 2015, 2016, donc ça n'est pas du tout pris en compte dans la commercialisation pour les problèmes de santé. Mais ça veut dire que pour nos bactéries, ça suggère qu'il ne se passe pas rien. Ça a été fait aussi avec les émulsifiants que vous pouvez trouver dans les plats industriels. Les émulsifiants, vous les donnez à des souris, vous diminuez la couche de mucus, l'épaisseur de la couche de mucus dont on a parlé, et vous facilitez la survenue d'une colite inflammatoire à des souris, type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Et je ne vous dis pas que c'est que ce facteur, mais quand vous rajoutez une susceptibilité génétique individuelle à des facteurs environnementaux, eh ben, je pense que là, vous avez beaucoup d'éléments pour augmenter l'incidence de certaines maladies. Oui. Vous avez parlé de stevia. Je suis chilienne et au Chili, on l'utilise beaucoup parce que ça se produit au Paraguay, si je ne me trompe pas. Et normalement, c'est naturel. Et ici, en Europe, je ne suis pas sûre complètement. Alors, si vous avez un avis. Alors, la stevia, je voudrais 2 remarques. La stevia, on a effectivement regardé, il n'y a aucune donnée bibliographique faite dessus. Donc, je ne peux pas vous répondre scientifiquement. Je ne sais pas. C'est pas je, c'est on ne sait pas. Et je voudrais sortir d'un lieu commun disant que c'est bon parce que c'est naturel. C'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il est forcément bon. Vous avez des choses naturelles qui sont bonnes, vous avez des choses naturelles qui sont des poisons.
prenez l'amanite phalloïde, vous prenez un peu d'amanite phalloïde, vous allez fusiller votre foie, il n'y a rien de plus naturel. Voilà. Mais il faut sortir de ça parce que c'est naturel, c'est bon. Et parce que c'est artificiel, c'est pas bon. En général, peut-être, mais il faut faire attention à ça. C'est pas parce que la stevia est naturelle qu'elle est bonne. Mais il n'y a pas de papier publié déjà par rapport à la stevia? Pas de papier sur stevia et microbiote. Vous avez des papiers sur stevia et pas d'augmentation du niveau de sucre, ça y a, mais sur stevia et microbiote, il n'y en a pas. Parce qu'après, il n'y a pas un procès chimique. Mais tout le monde s'en fiche. Il faut la payer, l'étude. Personne ne va payer une étude. Là, l'étude sur les... il y a très peu d'études sur les édulcorants. Faire une étude comme ça, c'est des dizaines de milliers d'euros. Il faut trouver l'argent. Pas beaucoup de gens ont intérêt à faire ce type d'études. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Hein. Désolé d'être aussi terre à terre, mais la recherche, c'est comme ça. Hein. On a un projet, il faut de l'argent pour le monter. Il faut élever des souris, il faut payer des salaires. Ça ne tombe pas comme ça. Hein. Voilà, donc la dépendance à l'alcool, on en a parlé. Alors, on a parlé de la toxicité de l'alcool. Mais en revanche, la dépendance à l'alcool, on n'en a pas parlé. Le lieu commun, c'est tu prends de l'alcool, tu n'as qu'à t'arrêter, et puis tu t'arrêteras de prendre l'alcool. Je vous le fais pareil. Tu es trop gros, tu n'as qu'à arrêter de manger, et puis tu seras moins gros. Puis pour ne pas avoir le sida, vous avez qu'à arrêter de baiser, vous n'aurez pas le sida. Mais on peut décliner toute la médecine comme ça. Hein, et c'est pas comme ça qu'on soigne les personnes. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a été montré que chez les personnes dépendantes à l'alcool, indépendamment du fait qu'elles aient une maladie du foie ou pas, on peut les classer en deux groupes. Certains ont une augmentation de la perméabilité intestinale à certaines toxines et ont une dysbiose, et pas d'autres. Et il se trouve que parmi le groupe qui a une augmentation de la perméabilité intestinale, quand on mesure les scores d'anxiété, ils ont des scores beaucoup plus élevés que les personnes qui ont une dépendance à l'alcool sans augmentation de la perméabilité intestinale. Ça a été fait aussi pour des souris dépendantes à la cocaïne. Et donc peut-être chez les personnes qui ont des difficultés à arrêter l'alcool, et je pense qu'on pourrait le décliner parce qu'il y a d'autres addictions, il y a l'addiction au sucre par exemple, il y a l'addiction au sport, etc. En jouant sur le microbiote et la perméabilité intestinale, on pourrait peut-être aider à la prise en charge de ce type de patient. Pour arriver sur l'intestin, notre deuxième cerveau, on est sur la dépendance à l'alcool, qui est quelque chose de psychologique en fait. Les métabolites, je vous en ai parlé, vont passer du tube digestif jusqu'au cerveau. Le cerveau est en interconnexion. Oui. Pardon. En fait, ma question, c'est, vous parlez des dépendances, et ma question serait, est-ce qu'elle est transmissible? C'est-à-dire, en supposant que moi, je suis obèse. Donc la microbiote, bien sûr, c'est sur l'obésité. Et mes enfants, ça veut dire qu'ils auront donc cette partie de la microbiote et qu'ils vont être poursuivis plus tard par cette même dépendance. Ou d'autres. Oui. Effectivement, dans une famille, il y a des microbiotes qui se rapprochent et il est possible que le microbiote que vous transmettez à vos enfants participe au fait qu'ils vont être plus susceptibles à développer une obésité. Effectivement. Voilà. Et alors, des fois, il y a des études qui ont été faites chez des jumeaux homozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux, montrant que quand ils ont des bactéries différentes, ils ne vont pas prendre du poids de la même façon s'ils sont séparés à la naissance. Effectivement, c'est aussi une bonne transition pour dire que quand vous avez une transmission familiale, ce n'est pas synonyme d'une transmission génétique. Vous transmettez effectivement vos gènes, mais vous transmettez plein d'autres choses. Vous transmettez de l'affection, vous transmettez des comportements, vous transmettez du microbiote, et ce n'est pas parce que vous avez une transmission familiale qu'elle est forcément génétique. Donc j'arrive sur le comportement. Le comportement, il y a une interconnexion extrêmement forte entre le cerveau et le tube digestif par des produits qui sont fabriqués par les bactéries, par des milliers de neurones qui mettent en interconnexion notre cerveau et le tube digestif. Et par exemple, quand on veut traiter des personnes qui ont des troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire qui ont mal au ventre, il est habituel de dire que pour les médecins, elles sont stressées, il faut traiter leur stress et c'est pour ça qu'elles ont mal au ventre. Mais on peut très bien raisonner, ce qui est vrai, mais on peut très bien raisonner autrement en disant qu'elles ont mal au ventre, elles doivent tout le temps rechercher des toilettes et du coup, ça les stresse. On peut aussi raisonner dans ce sens-là. Et donc, on peut agir
à la fois en haut et en bas. Et donc, quand j'étais étudiant en médecine, on me disait toujours, tu verras, les personnes qui ont une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique ont un comportement particulier. Mais si, moi je vous dis qu'une personne qui a une rectocolite hémorragique est obligée toujours de courir aux toilettes à chaque fois qu'elle va dans une réunion, ça peut entraîner également un comportement particulier. Donc ça peut vraiment aller dans les deux sens. Et donc quand vous avez des souris anxieuses, et vous faites un échange de sel, vous savez le faire comme moi maintenant, je ne vous apprends plus rien, vous êtes capable de transmettre le sentiment d'anxiété. Alors l'anxiété avec des souris, ça se fait avec des labyrinthes, ça se fait avec des épreuves de noir où elle se met au centre ou autour de la cage. Et ça a été fait aussi, il y a des études préliminaires qui ont été faites, enfin pas préliminaires, il y a des études qui ont été faites chez l'homme avec des probiotiques pour voir si avec des probiotiques on peut diminuer le stress ou pas. Et donc il y a une étude qui a été publiée montrant qu'avec 2 souches bactériennes associées, on arrivait, c'était du Bifidobacterium longum et du Lactobacillus helveticus, on arrivait chez les personnes très stressées à diminuer le niveau de stress. Ça a été publié, donc c'est vrai si c'est publié. Après, le bémol, c'est pour un scientifique, et même pour un journaliste en général, c'est toujours plus facile de publier ce qui accroche. Si je vous dis qu'avec les probiotiques, vous allez diminuer le stress, ça va vous accrocher. Et donc, on ne sait pas si des études négatives ont été publiées ou pas. Vous voyez ? Mais ça, ce n'est pas propre à la science, c'est pareil pour tout. Néanmoins, quand vous avez une personne stressée, au lieu d'aller lui filer des benzodiazépines, donc des anxiolytiques, avec une accoutumance, avec des effets indésirables potentiels, pourquoi ne pas essayer des probiotiques, même si le niveau preuve est faible ? Et si ça ne marche pas, on les arrête. Et je suis très à l'aise pour vous le dire, c'est ce que je fais avec mes filles, avant un examen. Voilà. Donc, voilà, les usages voilà, c'est ce que je vous avais dit. Pour le stress, l'anxiété, la dépression, vous avez certaines bactéries qui peuvent avoir un effet favorable quant au niveau d'anxiété. Encore quelque chose, juste pour vous montrer la puissance du microbiote. En Afrique, il n'y a pas d'autisme. Vous prenez un enfant africain, vous le mettez au Canada. Alors pourquoi au Canada ? Parce que l'étude a été faite au Canada. Il augmente furieusement son risque de devenir autiste. Et puis quand vous regardez l'incidence de l'autisme au Canada, vous étiez à 4,5 en 66, 4,5 enfants pour 10 000, vous êtes 147 enfants sur 10 000. Alors peut-être simplement on le diagnostique plus, mais peut-être aussi il y a des facteurs environnementaux qui jouent un rôle là-dessus. Ou peut-être les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour des souris ? Alors, il y a les souris, elles n'ont pas des troubles du spectre autistique, mais il y a des modèles qui sont faits. Et on s'est rendu compte que les souris qui sont le modèle de souris d'autisme a un déficit en une certaine bactérie, qui est Bacteroides fragilis, et que quand Bacteroides fragilis est une bactérie qui, chez l'homme, quand elle passe dans le tube digestif, est extrêmement toxique, responsable d'infections gravissimes, en particulier des voies génitales chez la femme. Mais quand vous traitez les souris autistes avec du Bacteroides fragilis ou avec des produits fabriqués par Bacteroides fragilis, vous diminuez le comportement anormal. Et donc ça suggère que pendant la maturation du système nerveux de l'enfant, pendant la grossesse et ou pendant les premières années de vie, s'il y a un déséquilibre qui se fait entre son microbiote intestinal, sans qu'on connaisse encore bien les mécanismes, qu'il va avoir des conséquences sur certains métabolites synthétisés, entre peut-être son immunité, il va y avoir une maturation du cerveau de façon anormale et un risque augmenté de développer des troubles du spectre autistique. On est encore au niveau de la recherche, mais certains psychiatres conseillent de prescrire des probiotiques. Pourquoi pas ? À mon avis, on est trop tard une fois que la maladie est développée, mais pourquoi pas ? Et on est quand même très loin de la culpabilisation des parents qu'il y avait du temps de Dolto et de Freud, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme prébiotiques dans votre alimentation ? Vous avez ici les prébiotiques qu'il y a dans les légumes. Vous avez les prébiotiques qu'il y a dans les légumineuses, les fruits, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et si vous vous mettez d'un seul coup à en manger, vous risquez d'avoir, alors que vous n'avez pas l'habitude, vous risquez d'avoir très mal au ventre
et il faut y aller tout doucement. En ce qui concerne les probiotiques, vous pouvez aussi en avoir dans votre alimentation. Et vous voyez, vous avez le yaourt, par exemple, avec le Streptococcus thermophilus et le Lactobacillus bulgaricus. Et pourquoi bulgaricus? Parce que on attribuait la bonne santé des Bulgares au fait qu'ils mangeaient du yaourt et on l'a appelé bulgaricus, vous voyez. Et donc, si dans un ce que vous pouvez voir au supermarché, vous avez d'autres bactéries que Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, ce n'est plus un yaourt, ça va être un lait fermenté. Lactivia, vous avez du Actiregularis, et donc ce n'est pas un yaourt, c'est un lait fermenté. C'est à peu près la même chose, mais d'un point de vue nosologique, c'est pas pareil. Et on voulait appeler Actiregularis parce que ça sonne bien, ça régule et puis c'est actif. Voilà. Vous avez le kéfir où il y a que vous pouvez trouver en magasin bio où il y en a. Vous avez le Saccharomyces boulardii que vous avez dans la levure de bière. Alors c'est assez amusant parce qu'en fonction des pays, vous n'avez pas la même chose. Jusque dans les années, il y a 5-6 ans, on avait le droit en Europe de mettre probiotiques sur un yaourt. Puis maintenant, on n'a plus le droit. Vous avez un yaourt comme ça. Il y a des bactéries, il y a 10 milliards de bactéries dans le pot de yaourt, mais vous n'avez plus le droit de dire que ce sont des probiotiques parce que l'effet bénéfique sur la santé du yaourt. Alors il y a Danone qui se bat beaucoup, qui est en conflit d'intérêts, qui recrute énormément de chercheurs, qui paye beaucoup de chercheurs. Je suis très à l'aise pour vous le dire. Je dois être un des seuls à ne pas être en conflit d'intérêts avec Danone. Voilà. Et ils mettent une grosse pression pour qu'on dise que le yaourt est un effet bénéfique sur la santé. Peut-être ça l'a, peut-être ça ne l'a pas, mais le niveau de preuve est faible. Est-ce qu'il faut manger un yaourt quand on prend des antibiotiques? C'est pas idiot, mécanistiquement. C'est pas idiot de prendre des probiotiques. Le niveau de preuve est faible. Vous avez d'autres pays comme Israël où Danone, c'est écrit dessus yaourt probiotique. En France, c'est interdit. Alors, est-ce que le microbiote, vos selles, ça peut être un vrai médicament? Après avoir vu les prébiotiques, les probiotiques, on l'a vu, ça peut être un vrai médicament. On le fait en pratique courante dans la colite à Clostridium difficile. C'est le traitement de référence, ça ne se fait pas à beaucoup d'endroits, mais on le fait. C'est en voie de recherche pour la rectocolite hémorragique, pour maintenir les personnes en rémission. On ne sait pas encore s'il faut le donner avec une fibroscopie, donc par voie haute, l'instiller dans le duodénum, avec une coloscopie, l'instiller dans le côlon. C'est comme ça qu'on faisait au début de la colite à Clostridium. Maintenant, on sait qu'on peut le donner avec des gélules. Voilà, on ne sait pas bien, il y a de la recherche. Nous, on le fait dans le cadre de la dépendance à l'alcool. On voudrait faire un projet, il faut que ce soit accepté. Voilà. Si je vous dis que le microbiote joue un rôle dans plein de maladies, on n'a pas eu le temps de tout voir. Il y a par exemple, dans le cancer du côlon, ça joue un rôle. Si vous transférez un microbiote d'une personne qui a un risque de faire un cancer du côlon, est-ce que vous ne transmettez pas ce risque de faire un cancer du côlon? C'est quand même, c'est pas rien d'aller faire une greffe de sel. Donc il faut vraiment poser les indications. Voilà, avant de conclure, moi je trouve que Louis Pasteur à Georges Lucas, il se passe quand même plein de choses. Est-ce que vous savez comment on peut devenir un Jedi? Est-ce que c'est dans votre culture? Les chevaliers Jedi de la guerre des étoiles, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez, quelqu'un sait comment on peut devenir Jedi? Je trouve que c'est génial. En fait, il y a Georges Lucas qui avait inventé les midi-chloriens. Les midi-chloriens, c'est des êtres tout petits, microscopiques, qui vivent en nous, ça vous rappelle rien? Et quand vous en avez beaucoup, plus de 20 000 par cellule, eh ben vous êtes apte à recevoir la force et à devenir chevalier Jedi. Et là, vous lui voyez, il lui fait sa prise de sang pour voir s'il a beaucoup de midi-chloriens et voir s'il pourra former Anakin Skywalker à être Jedi. Et je trouve que c'est vraiment, ça a été fait il y a longtemps, une forme d'anticipation qui m'interpelle beaucoup. Voilà, donc vous savez tout comme moi sur les bactéries. Ce qu'on peut en faire, à mon avis, ce qu'on va en faire dans les années qui viennent en médecine, c'est d'une part, avec le microbiote, dépister certains facteurs de risque. Ça va le faire. Dépister si vous avez plus de risque de grossir, de ne pas grossir. Une analyse de sel, c'est très cher. C'est pas remboursé, ça coûte 700 à 800 euros. Il est probable qu'on ne fasse pas une analyse globale de tout le microbiote. C'est comme si je vous faisais une analyse globale de tout ce qu'il y a dans votre sang, ça ne sert à rien, mais qu'on se focalise sur quelques marqueurs clés, parce que ça pourrait se faire en routine, et ça serait beaucoup plus utile qu'analyser plein de bactéries. Et donc, on pourrait dépister certaines maladies.
En donnant des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques ou un traitement par sel, on pourrait peut-être avoir une nouvelle arme thérapeutique pour certaines maladies. On comprend les mécanismes de certaines maladies, donc peut-être que vous avez vu la femme qui doit accoucher par voie vaginale, on pourrait améliorer la prise en charge de certaines maladies ou prévenir la survenue d'autres maladies en voyant certains facteurs de risque. Voilà, donc tout ce que je vous montre, c'est ce qu'on fait en pratique courante, soit dans le service hospitalier que je dirige, et il y a toute mon équipe ici, soit dans l'équipe INSERM que je dirige, et où on travaille tous les jours, que Dieu fait, sur nos bactéries. Et juste un mot sur notre ouvrage qu'on a fait avec Anne-Marie Cassard, qui est mon adjointe à l'INSERM. Il y a vraiment dedans tout ce qu'on sait, mais pour vous sur les bactéries. Voilà, j'espère que je vous ai intéressé. Je vous remercie d'avoir été là, sincèrement. Merci. À propos des antibiotiques qu'on nous a donnés depuis très longtemps, autrefois, il marche pas ? Autrefois, systématiquement, on nous donnait de l'ultralevure. C'était systématique où on nous disait vous mangez des yaourts. Maintenant, on nous donne des antibiotiques. On ne parle plus de ça. On parle même plus des yaourts. Et quand moi j'ai posé la question une fois, on m'a dit les antibiotiques en contiennent. Est-ce que c'est vrai ? Non, alors, d'une part, le niveau de preuve est faible, mais c'est scientifiquement logique. Vous enlevez des bactéries, vous laissez la place à des mauvaises, donc vous avez envie d'en donner des bénéfiques pour protéger. Donc, ce n'est pas du tout illogique. La seule chose, c'est que le niveau de preuve d'efficacité de l'ultralevure, où là, il y a eu des études, est faible. Est-ce que je pense que c'est utile ? Je dirais, tout dépend pendant combien de temps vous allez les prendre et pour quelle indication. Si vous les prenez 3 jours, 4 jours, bof. Si vous les prenez plusieurs jours, ça ne me semble pas inutile d'en prendre. Voilà. Pourquoi on ne nous donne pas ? Parce que le niveau de preuve est faible, parce que ce n'est pas remboursé, parce qu'on a une culture où la santé est gratuite, et comme c'est plus remboursé, on ne les prescrit pas. Voilà. Mais non, dans les antibiotiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Manger des yaourts, c'est pas si vous prenez un yaourt une fois par jour, c'est bien. Si vous prenez 10 yaourts par jour, c'est pas bien. Quand je vous dis des yaourts, c'est pas des yaourts sucrés, c'est des yaourts nature, parce que dans les yaourts sucrés, même sans sucre ajouté, vous avez plein de sucre dedans, et c'est pas ça. C'est vraiment les yaourts nature. Alors ça, c'est autre chose. La différence entre le lait de chèvre et le lait de vache, c'est au niveau de la taille des particules lipidiques qui sont plus petites dans le lait de chèvre, mais il y a autant de lactose, les bactéries sont quasiment les mêmes, c'est autant allergisant. En revanche, les triglycérides qui sont dans le lait de chèvre, il y a besoin d'un peu moins de bile pour les absorber. Voilà, parce qu'ils sont des triglycérides plutôt à chaîne moyenne, c'est tout. Mais c'est la vraie différence, c'est ça. Et c'est très tendance. Oui, c'est très tendance. Je voudrais savoir de quels autres pays sont les autres professeurs. Normalement, vous allez où dans des conférences? C'est où qu'il y a de la recherche plus payée que peut-être ici? Donc il n'y a pas de miracle. Les pays qui travaillent là-dessus, c'est les pays qui investissent dans la recherche. Donc en Europe, vous avez la France, vous avez beaucoup la Suède, l'Allemagne, qui a un grand programme, moins, mais quand même un peu l'Autriche, l'Italie, un peu l'Espagne. Vous avez de l'autre côté de l'Atlantique les États-Unis, beaucoup. Vous avez, quand on va plutôt vers l'Est, vous avez la Chine, beaucoup. Vous avez Israël qui a des super publications là-dessus. Ils ne sont pas nombreux, mais beaucoup. Et je pense que j'oublie pas grand monde. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au niveau des différences entre les différents continents. Parce que je sais que les études sur des médicaments sont différentes en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes métabolismes. Et je voulais savoir, par rapport aux bactéries, si c'était la même chose ou pas.
Alors, par exemple, on sait que les Japonais qui ont une alimentation différente de la nôtre, où ils digèrent des algues, par exemple, et nous, on n'a pas l'habitude de manger des algues, ont des bactéries dédiées à la digestion des algues. Donc, en fonction du pays, les bactéries sont différentes. Si vous êtes en Afrique, vous allez avoir un microbiote beaucoup plus riche et diversifié que si vous allez aux États-Unis. Et donc, oui, en fonction des pays où vous êtes, les bactéries seront différentes. Il y a beaucoup d'études là-dessus également. Est-ce qu'on pourrait du coup fixer une liste des bactéries qu'il faudrait avoir pour avoir la santé idéale? Non, alors c'est pas comme ça. On a tous les mêmes bactéries, un socle, et puis après on a chacun des bactéries différentes en plus. On sait qu'il faut avoir des bactéries plutôt très nombreuses, plutôt diversifiées. Le problème quand on veut faire ça, c'est qu'on n'a pas de témoins à qui on doit comparer pour dire ça c'est le bon ou ça c'est pas bon. Donc ça, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. On sait par exemple que globalement, les protéobactéries sont associées à la survenue de certaines maladies, que quand on a plus de bifidobactéries, de lactobactéries, on est plutôt protégé. On sait que, voilà, qu'il y a le Faecalomyces protozzi qui est anti-inflammatoire, mais non, on ne peut pas faire de règles encore. Tout le problème est de savoir à quoi on compare. Et ça, c'est très compliqué. Bonsoir. Est-ce qu'on peut revenir sur la raison pour laquelle vous disiez qu'il n'y aurait jamais d'études, de tests cliniques sur les probiotiques ou avec des probiotiques? Alors, je vais mettre un bémol, c'est pas qu'il n'y aura jamais d'études, c'est que y a des études avec les probiotiques, mais quand vous étudiez un probiotique sur une souche, vous ne pouvez pas extrapoler votre résultat sur une autre souche. Il n'y aura jamais d'études sur toutes les souches. Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire en vente libre. Le marché est énorme, ça se vend bien. Il y a peu d'intérêt à mettre énormément d'argent pour faire les études. Mais si demain, avec des tests cliniques, on prouve qu'on peut remplacer dans le traitement des Helicobacter pylori les antibiotiques par un probiotique, ça peut quand même être assez intéressant. Ça peut être je dirais pas dans Helicobacter pylori, parce qu'Helicobacter pylori, c'est un petit traitement de 10 jours. En France, il n'y en a presque plus d'Helicobacter pylori. C'est les populations émigrées qui ont ça maintenant. Franchement, en France, il n'y en a presque plus. Il y a presque plus de cancer de l'estomac. En revanche, si vous arrivez à prouver qu'avec un probiotique, vous limitez la prise de poids, que vous améliorez le niveau de cholestérol, que vous diminuez l'appétence à l'alcool, pourquoi pas? Là, c'est bingo. Et j'essaye de monter ça, et ben c'est très compliqué. Et si vos études sont par rapport à l'alcool, je me demande qui donne de l'argent, parce que l'alcool, c'est un marché très très puissant. Alors, est-ce que vous pouvez prouver que c'est bien, c'est pas bien, c'est qui donne de l'argent? Ben, par exemple, nous, on est financé, on a des financements institutionnels par ce qu'on appelle l'Association européenne pour l'étude sur l'alcool. On a un peu, mais pas beaucoup, par une association française qui étudie la Fondation pour la recherche sur l'alcool, elle-même financée par les lobbies de l'alcool parce qu'ils se donnent bonne conscience, mais ils ne donnent pas beaucoup d'argent. On a des financements institutionnels par l'INSERM. Et si vous voulez, et puis, il y a quand même des campagnes contre l'addiction et il y a beaucoup de financement institutionnel là-dessus. Mais c'est... Les marques de bière, par exemple, pour prouver que... J'ai jamais réussi. Mais en général, j'ai jamais réussi. Voilà. Mais c'est pas spécifique. Bon, pour l'alcool, c'est compliqué. Pour le surpoids, c'est compliqué aussi. C'est compliqué d'avoir de l'argent pour faire de la recherche en France. Je vous demande parce que mon mari est chercheur chez Philips, par exemple. Voilà. En fait, il faut trouver des intérêts économiques. Absolument. Et si vous voulez, la recherche qu'on fait, une recherche translationnelle sur des mécanismes, on n'est pas tout de suite sur le médicament. Et avant de mettre l'argent, l'industrie va être plus proche de la sortie d'un médicament pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide et sûr. Et votre équipe, c'est d'où? C'est que des Français ou ça se mélange? Il y a de l'intérêt dans les autres pays pour les docteurs?
Ça dépend, ça tourne. Là, en ce moment, j'ai des Français, j'avais une Espagnole, il y a une Mexicaine, bon, ça tourne. Ça tourne. Ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Oui, ouais, absolument. Alors, la question, c'est si on est en bonne santé, et puisqu'avec les changements de saison, et tout d'un coup, on se dit, ah, je suis fatigué, je me sens, voilà, j'ai besoin de m'énergétiser. Est-ce que c'est possible de faire des cures, par exemple, mélanger prébiotiques plus prébiotiques pour un mois, 2 mois, et après, voilà, on arrête. Mais quand on est sain, hein, pas parce qu'on a quelque chose. Encore une fois, ce que je vais dire, c'est du bon sens, c'est pas sur un niveau de preuve médicale ou scientifique. Quand on est fatigué, on n'est pas bien, c'est pas, ou un peu stressé, c'est pas illogique d'aller s'en prendre, plutôt que prendre autre chose, pourquoi pas. C'est pas délétère. Il faut faire une cure de 3 à 6 semaines, arrêter après, et puis on voit. Voilà. En termes de scientifique, dans une boîte de pétri ou sur une souris, ça fonctionne. Voilà. Non, je reviens juste sur ce que vous avez dit en ce qui concerne le cancer de l'estomac. C'est vrai que moi, je suis dans une génération où on a toujours pensé que c'était les gens qui étaient stressés. Donc, vous avez l'air de remettre ça complètement en cause ou... Non, mais... Oui, non, donc ça, c'était une idée fausse. Parce que les gens que je connais qui ont eu un cancer de l'estomac, c'était effectivement des gens stressés. Alors, je ne comprends plus rien. On est tous stressés. Non, le cancer de l'estomac n'est pas une maladie du stress. L'immense majorité des cancers de l'estomac est liée à une infection à Helicobacter pylori. Et donc, en France, il y en a presque... Enfin, l'incidence du cancer de l'estomac est en forte diminution. On en verra d'autres parce que les gens prennent des inhibiteurs de la pompe à protons. Si vous en prenez comme des petits bonbons, c'est maintenant en vente libre. Et l'estomac est fait pour être acide. Et quand on coupe tous les jours l'acidité de l'estomac pendant 25 ans, les médicaments ont maintenant 25 ans, on verra d'autres complications apparaître. Vous disiez tout à l'heure que la maladie auto-immune était due à une modification pas assez rapide de notre microbiote par rapport à l'évolution de notre consommation et de notre mode de vie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que ces gens qui ont des maladies auto-immunes, les aider ou C'est en partie lié. Une fois qu'on a la maladie auto-immune, c'est un peu tard. Hein. Le but, c'est de la prévenir. Pour vous montrer, il y a une recherche très récente qui a été faite en Europe du Nord. Vous me demandiez, on faisait de la recherche sur le microbiote, où il y a beaucoup d'enfants qui ont un diabète en Europe du Nord, de type 1, le diabète du jeune à l'insuline, où il doit prendre l'insuline toute la vie. Et ils ont comparé le microbiote des enfants en Finlande et en Estonie par rapport à celui en Russie. Et ils n'ont pas le même. Et donc, ils ont montré que le microbiote des enfants en Estonie et en Finlande était incapable d'entraîner une tolérance immunitaire vis-à-vis du pancréas et allait entraîner en fait une destruction par certaines bactéries du pancréas qui n'existait pas en Russie. Donc on trouve un des mécanismes, ce n'est pas le seul, du diabète de type 1. Et donc l'extrapolation après, c'est pour un enfant qui est né en Europe du Nord comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de lui enlever cette bactérie, là c'était une bactérie spécifique, cette bactérie-là, pour limiter le risque d'avoir un diabète de type 1. On en est là. Et on est dans la prévention. Une fois que la maladie auto-immune est là, c'est compliqué. On est vraiment avant. Après, quand on est dans tous les mécanismes, voilà, je dirais que ce n'est pas d'antibiotiques inutilement, une alimentation équilibrée et diversifiée, le plus riche en fibres possible. Voilà, mais on ne peut pas en dire plus en 2017. Après, par exemple, nous, on bouge de pays en pays parce que, comme mon mari est chercheur, et les bactéries s'habituent à digérer à de nouvelles choses parce qu'en fait, ça dépend. Les bactéries s'habituent
quand vous changez de pays, les bactéries, si vous allez par exemple pour un voyage de 15 jours, et vous revenez chez vous, il va y avoir ce qu'on a appelé tout à l'heure la résilience. En revanche, si vous restez dans le pays, vous allez avoir une pression quotidienne sur vos bactéries et la résilience ne se fera pas et votre microbiote va s'adapter, au moins en partie. Au moins en partie. Et dans la longueur, sur le temps, ça a une influence? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais voilà, moi je pense par exemple que quand vous mettez un Africain, après vous le mettez aux États-Unis, il a beaucoup plus de risques de grossir que vous, parce qu'il a un métabolisme qui n'est probablement un microbiote qui n'est pas adapté au mode d'alimentation occidental. Ouais. L'immigration, ça peut engendrer des dysbioses. Je dirais pas aussi. Si vous changez de pays, vous allez changer de microbiote. Si vous restez définitivement dans un autre pays. Après, moi, si vous voulez, je ne peux pas vous dire c'est vraiment ça, mais quand vous prenez quelqu'un et vous le changez de pays, vous allez augmenter ou diminuer le risque de faire certaines maladies. On l'a vu pour l'autisme, ça se voit pour des immigrants, pour les colites inflammatoires aussi, maladie de Crohn, rectocolite. Et on pense qu'il y a un rôle de cette dysbiose qui va être changé et qui va augmenter ou diminuer le risque de faire une certaine maladie. Et incorporer des nourritures des autres repas, par exemple, parce qu'après, ça dépend du milieu où vous. Ça dépend. Pour la nourriture, si vous voulez, le plus toxique pour notre microbiote, c'est les plats industriels, c'est les plats trop gras, c'est les plats trop riches, c'est les émulsifiants. Moi, je pense que, au vu des publications, je pense que les édulcorants, si on boit un jour un verre de coca, autant prendre un verre de coca normal plutôt que si c'est un seul jour. Si après on se prend 3 litres par jour, c'est autre chose. Mais quel que soit celui qu'on prenne, à 3 litres par jour, ça va être délétère. Vous voyez, la seule personne qui ne peut pas prendre son verre de coca, et encore, c'est le diabète de type 1, parce que lui, il va avoir une glycémie qui va monter à 3 ou 4 grammes d'un seul coup. C'est tout. Est-ce qu'on a vu les relations entre l'allergie et le microbiote? Oui, il y a une relation très claire entre allergie et microbiote. Oui, en particulier. Les enfants nés par césarienne ont plus de risques d'allergie. Les enfants, il y a une relation entre une dysbiose cutanée et une dysbiose intestinale. Qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de traitement? Vous avez, tout ça, c'est des publications récentes, mais oui, il y a clairement une relation. Clairement. Et dysbiose, ça veut dire que sur la peau, vous n'allez pas avoir les bonnes bactéries aux bons endroits, et ça va favoriser la survenue d'une allergie. Ça a été montré aussi. Oui. Oui. Alors les candidoses sur la peau, vous voulez dire ou... Oui, sur la langue. Par exemple, quand vous avez une candidose qui apparaît, c'est que vous avez un milieu qui devient favorable à la croissance du candida. Le candida, c'est un champignon. Et donc, si vous avez un milieu qui est trop humide, si vous prenez des antibiotiques, du fait de la concurrence vitale entre les micro-organismes, vous allez en supprimer certains et les autres vont prendre leur place. Ah, mais parfois, vous pouvez vous éviter les macérations, mais parfois, on peut rien faire. Vous prenez l'antibiotique, vous arrêtez l'antibiotique, et puis la mycose va passer après. Tout dépend de l'importance de la mycose. Soit elle passe toute seule quand vous arrêtez l'antibiotique, soit vous mettez une poudre antifungique ou une pommade antifungique. Ça dépend. Soit, si c'est vraiment une grosse mycose, c'est par la bouche. Quand on a des problèmes de digestion, en fait, est-ce qu'on peut savoir exactement d'où ça vient ou c'est que finalement on n'a pas trouvé le régime alimentaire qui nous convient parfaitement? Alors ça dépend. Quand on a des problèmes de digestion, ça peut être lié à plein de choses. Si vous faites référence aux troubles fonctionnels intestinaux, par exemple, alternance diarrhée, constipation, le ventre qui ballonne, il y a plein de choses. Et puis il y a des versants plutôt diarrhée, des versants plutôt constipation. Ça peut être lié à une dysbiose, ça peut être amélioré chez certaines personnes par des probiotiques. Certaines personnes qui sont sur le versant diarrhée
ont des acides biliaires qui sont mal réabsorbés. Donc ça peut être amélioré avec des médicaments qui vont capter les acides biliaires. Certaines personnes ne supportent pas les fermentations. Donc ça peut être un arrêt de ce qu'on appelle les FODMAP, les sucres qui fermentent. Et donc quand on fermente, on fabrique du gaz. Les bactéries fabriquent du gaz, on arrête les fermentations, le ventre gonfle moins. Vous avez ça qui peut apparaître aussi à la suite de gros traumatismes. Avec l'interaction cerveau-tube digestif, on peut voir des personnes qui viennent vous voir en consultation, qui ont très mal au ventre, suite à des gros traumatismes, digérés ou pas digérés, qui sont survenus dans l'enfance. Donc il peut y avoir plein de causes quant à la survenue de ces troubles digestifs. Et vous donner une recette comme ça, c'est compliqué. Quelle peut être l'incidence d'avoir retiré la vésicule biliaire? Il y a eu des études qui ont été faites peu. Le fait de retirer la vésicule biliaire peut favoriser chez certaines personnes une diarrhée. Surtout par le fait que les acides biliaires s'écoulent régulièrement et ne sont pas stockés dans la vésicule. Donc ça peut irriter le tube digestif, ils ne sont pas réabsorbés, ça peut donner une diarrhée. C'est à peu près tout. C'est un sac de stockage, la vésicule. C'est le foie qui fabrique la bile, elle va se stocker dans la vésicule. Et voilà. L'indication pour enlever la vésicule, mis à part le cancer, c'est des calculs qui font mal. S'il y a des calculs qui font pas mal, on ne doit pas l'enlever. Vous savez tout comme moi, là. Non, mais c'est vrai, tout ce qui est important, vous le savez. Hein. Le reste, c'est de la recherche. Voilà. Bon, merci d'être là, d'avoir été venu. Quand on prend beaucoup de médicaments, ça modifie le fonctionnement de son... Beaucoup de médicaments, ça donne pas faim parce que quand on prend au petit déjeuner 18 comprimés, voilà, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Vous donnez à une personne des médicaments et quand vous les comptez tous à la fin, ça fait beaucoup de comprimés à prendre. Tout dépend des médicaments. Si vous prenez un médicament qui inhibe la sécrétion acide, oui, c'est évident qu'il va se passer des choses. Vous avez aussi des médicaments qui vont être plus ou moins bien actifs en fonction du microbiote que vous avez. Donc il peut se passer plein de choses. Les dernières recherches, il y a des magnifiques papiers qui ont été publications par l'Institut Gustave Roussy. On parle d'oncomicrobiotiques, où on vous montre que certains probiotiques pourraient augmenter l'efficacité de certains médicaments anticancéreux, antitumoraux, où on vous montre qu'une prise d'antibiotiques va inhiber l'effet antitumoral de certaines chimiothérapies parce que vous allez moduler l'immunité. Donc, c'est des nouveaux concepts, si vous voulez, qui sont récents, 2016. Vous voyez, ça n'a même pas un an. Et donc, quand on prend des médicaments, ils peuvent modifier le microbiote et inversement, le microbiote peut modifier l'efficacité du médicament. Je vous remercie.